bienvenue. Ici, nous explorons le monde avec calme et curiosité, pour vous accompagner vers un sommeil doux et apaisé. Pensez à vous abonner et à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants, vous serez déjà prêt à dormir. Fermez les yeux, tout commence. Les origines anciennes de l'Asie orientale. L'histoire ancienne de l'Asie orientale s'enracine profondément dans les sociétés néolithiques qui se sont progressivement développées autour des vastes vallées fluviales. Ces régions, notamment celles des bassins du Yangtze et du fleuve Jaune, ont offert des conditions favorables à l'apparition des premières cultures agricoles. Le climat tempéré et la présence d'eau douce ont permis une transition progressive de la chasse et de la cueillette vers la sédentarisation. C'est dans ces espaces fertiles que s'est posé le fondement d'une organisation sociale plus complexe, marquant ainsi un tournant significatif dans l'histoire humaine. Les premiers habitants ont cultivé des céréales telles que le millet et le riz, adaptant leurs techniques agricoles aux saisons et au relief. L'essor des rizières inondées dans la vallée du Yangtze, en particulier, témoigne d'une maîtrise de l'environnement remarquable. Cette innovation a contribué à un accroissement démographique, car la production alimentaire suffisante a permis la croissance des communautés. Par ailleurs, ces sociétés ont commencé à domestiquer des animaux comme le porc et le poulet, intégrant l'élevage à leur mode de subsistance. Cette période voit également apparaître des outils en pierre polie, reflétant une évolution technologique notable. Outre les aspects économiques, ces groupes ont développé des pratiques culturelles spécifiques, visibles à travers les vestiges archéologiques. On observe l'émergence de poteries décorées, souvent caractérisées par des motifs géométriques ou stylisés. Ces objets étaient non seulement utilitaires, mais portaient également une dimension symbolique. Par exemple, certaines céramiques découvertes sur des sites datant d'environ 6000 ans avant notre ère laissent entrevoir des croyances liées au cycle de la vie ou à la nature environnante. L'étude de ces éléments révèle une profondeur spirituelle importante au sein de ces premières communautés. La géographie a joué un rôle primordial dans la formation et l'évolution de ces sociétés néolithiques. Les grands fleuves ont servi de voie de communication, facilitant les échanges entre différentes régions. La navigation rudimentaire et les réseaux terrestres ont permis la diffusion des savoir-faire, des cultures agricoles et des innovations techniques. Par conséquent, on constate une certaine homogénéité des pratiques sur de vastes territoires. Ces échanges ont contribué à façonner un paysage culturel dynamique, à la fois divers et connecté, ouvrant la voie à des développements futurs plus sophistiqués. Le patrimoine mythologique de cette époque ancienne est intimement lié aux phénomènes naturels et aux événements du quotidien. Certains récits rapportés ultérieurement évoquent des divinités liées aux rivières, à la fertilité des sols ou encore au cycle lunaire. Ces références illustrent l'importance accordée à l'interaction entre les hommes et leur milieu. Même si ces mythes n'étaient à l'origine que des histoires orales, ils témoignent d'une vision du monde où l'homme et la nature étaient étroitement imbriqués, nourrissant des pratiques rituelles et une identité collective partagée. L'analyse des sites archéologiques révèle que la structure sociale est en train de se complexifier à cette époque. Certaines habitations, plus grandes et mieux construites, indiquent une hiérarchisation progressive. L'apparition d'objets fabriqués avec soin et la possession de biens rares suggèrent une différenciation économique et sociale. Par ailleurs, les sépultures révèlent des distinctions dans le traitement des défunts, ce qui pourrait refléter des statuts diversifiés. Ces indices montrent que les bases d'une organisation politique et sociale plus organisée étaient en train de se mettre en place, annonçant les premières formes de civilisation. Au fil du temps, ces sociétés néolithiques ont évolué en cultures distinctes, reconnaissables par leurs particularités régionales. Par exemple, la culture Hongshan
apparu environ 5000 années avant notre ère dans la région de la Mandchourie, se caractérise par des objets en jade finement travaillés et des figures sculptées. Ces artefacts témoignent d'un niveau élevé de développement artistique et d'une importance accordée aux symboles. Parallèlement, d'autres cultures, comme celle de Liangzhou, près du delta du Yangtze, démontrent également une maîtrise avancée de la poterie et des systèmes de gestion hydraulique, soulignant la diversité et la richesse culturelle de l'Asie orientale. Le cours du temps voit également l'apparition de premières formes d'écriture ou de symboles utilisés comme moyen de communication. Bien que rudimentaires, ces marques ont servi à enregistrer des transactions ou à marquer des objets. Cette évolution contribue à la structuration des sociétés et à la transmission des savoirs. Elle préfigure les systèmes d'écriture plus élaborés qui apparaîtront plus tard, notamment dans la civilisation chinoise classique. Cette étape représente une avancée majeure dans le contrôle et la gestion des ressources, ainsi que dans la construction des identités collectives. La symbiose entre l'environnement naturel et l'activité humaine apparaît donc comme un moteur essentiel du développement des premières sociétés d'Asie orientale. Les fleuves, par leur régularité et leur fertilité, ont été des éléments clés dans le surgissement de centres peuplés et organisés. L'adaptation aux saisons et la maîtrise des techniques agricoles ont permis aux populations de dépasser les simples communautés nomades, ouvrant la voie à des modes de vie sédentaires. Ces conditions ont favorisé une accumulation de savoirs et de pratiques qui, peu à peu, ont donné naissance à des civilisations complexes et durables. Dans cette perspective, il est possible de comprendre que ces premières cultures ont posé les fondations des sociétés asiatiques ultérieures. Leur héritage se transmet à travers les innovations techniques, les structures sociales émergentes, ainsi que les traditions spirituelles dont certains éléments persistent encore aujourd'hui. L'étude approfondie de ces premières époques offre un éclairage précieux sur les dynamiques qui ont façonné la région, permettant d'apprécier la continuité et les transformations à travers les millénaires. Ce lien entre passé et présent donne une dimension exceptionnelle à l'observation de cette histoire ancienne. Alors que cette exploration sur les origines anciennes de l'Asie orientale s'achève, il devient clair que ce vaste territoire a toujours été marqué par une interaction constante entre l'homme, la nature et la culture. Cette dynamique a donné naissance à une riche mosaïque de peuples et de traditions, chacune contribuant à la construction d'une identité régionale forte. La poursuite de cette narration nous conduira maintenant à examiner les étapes suivantes de ce long processus historique, où se dessinent les premiers États et les grandes dynasties. L'âge des royaumes et des dynasties antiques. L'émergence des premiers royaumes et des dynasties antiques en Asie orientale marque une période fondamentale dans le développement des civilisations. En Chine, cette évolution débute avec la dynastie Xia, souvent considérée comme la première, bien que son existence reste en partie légendaire. Elle est suivie de près par les dynasties Shang et Zhou, où se consolident les bases d'un système politique centralisé et d'une culture sophistiquée. Les souverains fondèrent à leur autorité sur l'idée du mandat céleste, un principe selon lequel le pouvoir était accordé par le ciel et pouvait être révoqué en cas de mauvaise conduite. Cette notion incarne à la fois la légitimité du pouvoir et la morale gouvernementale. Le royaume de la Corée ancienne, sous la dynastie Go-Joseon, se distingue également par un développement politique centré sur la royauté héréditaire et une société hiérarchisée. Cette dynastie est souvent associée à des figures emblématiques telles que Dangun, dont le mythe raconte la fondation du royaume par un descendant du ciel, créant ainsi un lien sacré entre la royauté et le divin. La structure sociale de ce royaume reflète l'importance des ancêtres et de la communauté, inscrivant la religion chamanique dans la vie quotidienne et dans le système politique. Au Japon,
L'époque Yayoi qui suit la période Jomon voit l'apparition des premiers royaumes, accompagnés par une transformation majeure dans l'agriculture et la technologie. La société se hiérarchise autour des chefs de tribus et des premières familles impériales. Ces derniers reposent leur autorité sur le culte des ancêtres et des kami, des esprits vénérés qui façonnent la culture religieuse japonaise. La tradition du shintoïsme, religion autochtone, s'enracine alors profondément, mêlant croyances animistes et rituelles auprès des éléments naturels. Dans ces diverses sociétés, l'art et l'écriture jouent un rôle essentiel dans l'affirmation des pouvoirs et dans la transmission des valeurs. En Chine, l'écriture idéographique fait son apparition sous la dynastie Shang, inscrite sur des os ou des carapaces de tortues lors de pratiques divinatoires. Ces inscriptions constituent les plus anciens vestiges de l'écriture chinoise, reflet d'une société organisée et soucieuse du rapport entre l'homme et le ciel. En Corée et au Japon, l'écriture viendra plus tard, mais les formes artistiques telles que la poterie, les objets en bronze et les ornements personnels témoignent d'une riche tradition culturelle. Les rites funéraires en Asie orientale illustrent l'importance accordée au respect des ancêtres et à la continuité de la lignée. Les tombes de la dynastie Han en Chine, par exemple, sont de vastes complexes où se retrouvent nos sculptures, fresques et objets funéraires censés accompagner le défunt dans l'au-delà. Ces pratiques soulignent la croyance profonde dans une vie après la mort et la responsabilité des vivants envers ceux qui les ont précédés. De même, en Corée et au Japon, les rituels funéraires témoignent de la pérennité des traditions et de la relation entre la mémoire et le pouvoir. L'organisation politique de ces royaumes se caractérise par une administration sophistiquée et une armée structurée. La Chine ancienne, notamment sous la dynastie Zhou, met en place un système féodal où les terres sont données à des nobles en échange de loyauté au roi. Ce modèle renforce le contrôle central tout en permettant une certaine autonomie locale. En Corée, les clans contrôlent les territoires avec une autorité tribale, tandis qu'au Japon, les puissants chefs guerriers affirment leur domination par des alliances matrimoniales et des combats. Le rôle de la religion dans l'Asie orientale ancienne dépasse le spirituel pour toucher la politique et la légitimité des souverains. En Chine, les prêtres exécutent des rituels destinés à garantir la faveur des divinités naturelles et à sécuriser le royaume. Ils jouent un rôle incontournable dans la médiation entre le ciel et la terre. En Corée, le chamanisme participe à la cohésion sociale, avec des pratiques visant à assurer la prospérité du clan. Au Japon, les sanctuaires shinto délimitent l'espace sacré dans lequel les autorités spirituelles exercent une influence durable. L'évolution des infrastructures témoigne également de cette période d'épanouissement. En Chine, la construction des premières murailles, précurseurs de la Grande Muraille, répond à la nécessité de protéger le territoire contre les invasions. Les routes et les ponts facilitent les échanges commerciaux et culturels entre les régions. En Corée et au Japon, le développement des sites sacrés et des résidences royales renforce l'affirmation territoriale. Ces aménagements témoignent de la volonté des dirigeants d'assurer la stabilité et la prospérité de leur population. Les échanges culturels entre ces royaumes renforcent les liens et favorisent des influences réciproques visibles dans l'art et la technologie. La diffusion de la métallurgie, notamment le travail du fer, participe à l'amélioration des outils agricoles et des armes, modifiant profondément les modes de vie. Les échanges philosophiques et religieux, notamment sous la forme du confucianisme et du taoïsme en Chine, trouvent progressivement des échos en Corée et au Japon, où ils s'intègrent aux croyances locales. Les premiers textes littéraires et historiques apparaissent dans ce contexte, fixant les récits fondateurs et les lois qui régissent les sociétés. En Chine, les annales des printemps et automnes et le livre des documents
consigne l'histoire de ces dynasties de manière ordonnée. En Corée, les chroniques telles que le Samguk-sagi, rédigées ultérieurement, retracent l'évolution des royaumes. Au Japon, le Kojiki compile des mythes et des généalogies impériales qui légitiment le pouvoir. Ces écrits contribuent à forger une conscience collective et une identité culturelle. Les dynasties antiques d'Asie orientale posent ainsi les premières pierres d'une civilisation qui se développera sur plusieurs millénaires. Leur système politique, leurs croyances, leur art et leur écriture forment le socle d'une histoire riche et complexe, encore perceptible dans les sociétés modernes. La compréhension de ces origines éclaire les fondements culturels et spirituels qui continuent d'influencer la région. Au fil du temps, les royaumes évoluent, intégrant de nouvelles influences et affrontant des défis variés. Cette dynamique ouvre la voie à des transformations profondes qui seront explorées dans la suite de notre exploration historique, mettant en lumière les périodes suivantes et les continuités ainsi que les ruptures qui marquent le paysage asiatique. Les philosophies fondatrices et les systèmes de pensée. Les vastes contrées de l'Asie orientale ont vu se développer, au fil des siècles, des philosophies qui ont profondément marqué non seulement la pensée individuelle, mais aussi l'organisation sociale et politique. Parmi celles-ci, le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme occupent une place centrale en raison de leur influence durable, qui s'étend bien au-delà des frontières de leur pays d'origine. Chacune de ces doctrines propose une vision particulière du monde, une manière de vivre et d'interagir avec l'environnement, ainsi qu'une compréhension du rôle de l'être humain dans la société. Leur étude permet de mieux saisir les fondements de la civilisation asiatique traditionnelle. Le confucianisme, apparu en Chine au VIe siècle avant notre ère, est principalement fondé sur les enseignements de Confucius, un philosophe dont l'œuvre a cherché à restaurer l'ordre social par le respect des rites, des hiérarchies et des valeurs morales. Son approche met en avant l'importance de la famille, de la vertu personnelle et de la conduite éthique dans la vie publique. L'accent est mis sur la bienveillance, la justice, la loyauté et la sagesse. Cette philosophie a façonné la structure politique impériale durant plusieurs dynasties, en légitimant le rôle du souverain comme modèle moral suprême. Contemporaine du confucianisme, mais d'esprit très différent. La pensée taoïste s'est élaborée autour des textes attribués à Laozi et à Zhuangzi. Le taoïsme propose une harmonisation avec la nature et l'univers, insistant sur la simplicité, la souplesse et le non-agir. Concept souvent mal interprété qui signifie agir sans forcer. Il invite à une vie en équilibre, à l'écoute des rythmes naturels. Plus qu'une doctrine sociale, c'est une voie spirituelle qui a influencé la médecine traditionnelle, les arts martiaux et la cosmologie chinoise. Le concept fondamental du Tao désigne l'ordre naturel qui sous-tend toute chose. Le bouddhisme, arrivé en Chine autour du 1er siècle de notre ère depuis l'Inde, a introduit une nouvelle manière de comprendre la souffrance, la vie et la mort. Basée sur les enseignements du Bouddha Siddhartha Gautama, cette philosophie enseigne la libération par la voie de la méditation, la compassion et une conduite juste. Le bouddhisme a été adapté en fonction des contextes locaux, donnant naissance à différentes écoles et pratiques. Il a profondément influencé la culture japonaise, coréenne, ainsi que d'autres régions d'Asie de l'Est, en proposant une alternative au confucianisme et au taoïsme en termes de spiritualité. Ces trois systèmes de pensée ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ils ont souvent coexisté et interagi dans une dynamique syncrétique. Par exemple, en Chine, il était courant d'adopter la morale confucéenne dans la vie sociale, la pratique religieuse bouddhiste pour la méditation et la recherche spirituelle, et les principes taoïstes
pour comprendre la nature et l'univers. Cette complétude a enrichi la civilisation locale en offrant plusieurs niveaux de réponse aux questions humaines fondamentales. Comment vivre correctement? Comment comprendre le monde? Et comment atteindre la sérénité intérieure? Historiquement, ces philosophies ont aussi influencé la gouvernance. Le confucianisme a servi de base à l'examen impérial, un système rigoureux qui permettait aux candidats d'accéder au poste du gouvernement selon le mérite et la connaissance des textes classiques. Ce système a perduré jusqu'au début du XXe siècle et a contribué à former une administration stable et érudite. Le taoïsme, quant à lui, a nourri la pensée sur le lien entre le pouvoir politique, la nature et la santé, notamment à travers des pratiques d'alchimie interne et des méthodes d'harmonisation physique. Le bouddhisme a souvent offert un contrepoint aux institutions laïques en promouvant le renoncement et le détachement des biens matériels. Chacun de ces courants philosophiques s'est aussi exprimé dans les arts, la littérature et les rites. Les poèmes classiques chinois, par exemple, témoignent d'une profonde sensibilité taoïste à la nature, tandis que les traités confucéens scellent la solennité des relations humaines et la discipline morale. Les temples bouddhistes, avec leurs statues et composants architecturaux, incarnent la richesse symbolique et la spiritualité de cette tradition. Cette diversité montre combien la pensée asiatique traditionnelle est multidimensionnelle, ancrée à la fois dans le quotidien et dans la quête du sens. Les influences de ces philosophies se manifestent encore aujourd'hui dans les valeurs sociales, les pratiques culturelles et même dans la manière de concevoir l'éducation et la hiérarchie. Par exemple, la notion d'harmonie sociale, chère au confucianisme, se retrouve dans le comportement collectif et le respect des normes. La recherche d'équilibre et de paix intérieure, chère au taoïsme, continue d'inspirer des méthodes de bien-être. Le bouddhisme, enfin, avec ses enseignements sur la compassion et la méditation, connaît un renouveau global et fait partie intégrante des courants modernes de pensée en Asie et dans le monde. Ces doctrines illustrent clairement que la pensée asiatique ne se réduit pas à une seule école ou philosophie. Elle constitue un riche éventail d'idées et de pratiques développées sur des millénaires qui ont permis aux sociétés d'Asie orientale de construire des repères solides pour la vie personnelle et collective. Leur étude offre un apaisement intellectuel adapté au calme et à la réflexion, tout en éclairant l'origine de nombreuses traditions culturelles contemporaines. En appréhendant la multiplicité de ces systèmes, il devient possible de mieux comprendre les interactions complexes entre tradition et modernité en Asie. Cette vision modérée, sans excès ni emphase, invite à un voyage intérieur calme. Elle prépare le terrain pour explorer, dans la suite du récit, comment ces doctrines ont influencé les formes d'art et d'expression qui leur sont liées, ainsi que l'impact concret sur la société à travers les âges. La période impériale chinoise. La Chine impériale a connu un parcours historique riche et complexe, marqué par la succession de plusieurs dynasties majeures, dont l'influence a profondément façonné la civilisation asiatique. Dès l'époque des Zhou, l'image d'un État structuré émerge grâce à une administration centralisée et à un système de valeurs confucéennes, bientôt intégré dans les institutions officielles. Ces principes cherchent à organiser la société par un ordre fondé sur la hiérarchie, la loyauté et le respect des rites. Concepts qui resteront déterminants pour la stabilité du pays. La mise en place des examens impériaux représente une innovation cruciale, offrant une voie méritocratique à l'entrée dans la bureaucratie, bien distincte de la simple noblesse héréditaire. Cette procédure constitue une méthode rigoureuse d'évaluation des connaissances classiques et juridiques, instaurant ainsi un corps administratif compétent et loyal. La dynastie Qin, bien que brève,
marque néanmoins un tournant décisif dans la consolidation politique du territoire chinois. L'unification des États rivaux sous un seul souverain permet une administration plus efficace et la standardisation des écritures, des poids et mesures, ainsi que des routes, favorisant la cohésion interne. La Grande Muraille, souvent associée à cette période, illustre l'ambition de protéger le vaste empire contre les invasions du Nord. Parallèlement, la centralisation extrême du pouvoir impérial s'accompagne d'une réglementation stricte, posant les bases d'un système autoritaire qui influencera durablement les régimes suivants. Le poids de cette organisation étatique repose sur un appareil bureaucratique dont les membres, recrutés par concours, administrent les provinces selon des normes définies par la cour impériale. Durant la dynastie Han, le confucianisme devient la doctrine officielle, consolidant l'action du pouvoir au sein d'une société désormais très hiérarchisée. Cette période est également celle d'importantes avancées technologiques, telles que la fabrication de la soie à grande échelle, la création du papier et le perfectionnement des techniques agricoles. Le commerce connaît un essor notable avec la mise en place de la route de la soie, un réseau reliant l'Orient à l'Occident, facilitant l'échange de biens, d'idées et de cultures. Les Han favorisent les relations diplomatiques et militaires avec les peuples voisins, tout en maintenant une politique de contrôle rigoureux sur les régions frontalières. L'État impérial s'appuie ainsi sur une administration lettrée, formée dans les écoles préparant aux examens, où l'éthique confucéenne reste centrale. Les institutions impériales se complexifient au fil des siècles, intégrant des corps spécialisés dans la surveillance, la justice et la collecte des impôts. L'organisation fiscale repose sur une répartition minutieuse des terres et une imposition proportionnée, reflétant la volonté du pouvoir d'assurer un équilibre économique stable. Les fonctionnaires recrutés doivent faire preuve d'un savoir approfondi des classiques, mais aussi d'une loyauté indéfectible envers l'empereur. Cette exigence contribue à minimiser les conflits internes et à instaurer une relative paix sociale, malgré les tensions naturelles dans un empire aussi étendu. En parallèle, les innovations technologiques, telles que la boussole et la poudre à canon, apparaissent progressivement, annonçant des transformations majeures dans les domaines de la navigation et de la guerre. Les dynasties qui succèdent aux Han poursuivent l'édification d'un État puissant, mais connaissent aussi des périodes d'instabilité, marquées par des révoltes et des luttes internes pour le pouvoir. La dynastie Tang, souvent considérée comme un âge d'or, se distingue par son ouverture culturelle et artistique, ainsi que par l'expansion territoriale vers l'ouest et le sud. La tolérance envers les différentes religions et philosophies favorise un enrichissement intellectuel notable. L'abondance des échanges commerciaux et la diversité ethnique renforcent l'unité dynamique de l'Empire. Les examens administratifs perdurent, mais l'accent est mis davantage sur la poésie et la littérature, preuve de l'importance accordée à la culture dans le maintien du pouvoir. Avec la dynastie Song, la Chine connaît un nouveau souffle économique et technologique. Le développement urbain s'accélère, accompagnant la croissance du commerce intérieur et extérieur. L'usage du papier-monnaie se généralise, facilitant les transactions financières et le développement des marchés. Sur le plan scientifique, les innovations se multiplient dans le domaine de l'impression et de l'astronomie. Les Song renforcent également la structure bureaucratique, mettant en place des institutions judiciaires plus élaborées. Leur politique extérieure, plus prudente, privilégie la défense des frontières tout en maintenant des relations pacifiques avec les voisins par le biais de tributaires. Un système complexe d'allégeance et de respect mutuel. La dynastie Ming est célèbre pour ses réalisations architecturales, notamment la reconstruction et l'extension de la Grande Muraille,
mais aussi pour ses explorations maritimes sous le commandement de Zheng He. Ces voyages ont permis de tisser des liens diplomatiques éloignés ainsi que des échanges commerciaux avec l'Asie du Sud-Est, l'Inde et l'Afrique de l'Est. La structure étatique se renforce encore, favorisant un contrôle rigoureux sur les provinces par le biais de fonctionnaires civils et militaires. L'attention portée à la bureaucratie et à l'éducation classique continue d'assurer la stabilité politique face aux nombreuses pressions internes et externes. Enfin, la dynastie Qing, la dernière avant la modernisation, gère un empire multiculturel vaste et diversifié. D'origine mandchoue, elle intègre les différentes populations par un système administratif flexible et efficace. Les examens continuent de jouer un rôle important, mais la complexité croissante de l'État implique aussi des réformes visant à adapter les institutions aux nouvelles réalités économiques et sociales. La période Qing voit l'apparition de techniques occidentales, la confrontation avec les puissances coloniales et des mutations profondes, préfigurant les transformations majeures du siècle suivant. Ce long cycle impérial illustre la capacité de la Chine à évoluer tout en conservant des traditions fondamentales. Au fil des siècles, les grands empereurs chinois ont réussi à bâtir un État à la fois puissant et cohérent, basé sur la promotion du savoir, la centralisation du pouvoir et le dialogue avec les cultures environnantes. Ce modèle d'organisation et d'innovation a persisté malgré les crises, façonnant un héritage qui dépasse largement les frontières de l'Asie. La compréhension de cette période impériale constitue un fondement essentiel pour appréhender les évolutions de l'Asie orientale dans les siècles à venir. Ainsi s'ouvre une nouvelle étape dans l'histoire de cette région, riche de changements et de continuité, prête à révéler de nouveaux récits, l'influence et la diffusion du bouddhisme en Asie orientale. Le bouddhisme, issu des enseignements de Siddhartha Gautama au XVIe siècle avant notre ère, a progressivement franchi les frontières de l'Inde pour s'étendre vers l'Est. Son introduction en Chine remonte approximativement au 1er siècle de notre ère, lorsque des échanges commerciaux et culturels sur la route de la soie favorisaient le contact entre différentes civilisations. Les premières traductions des textes bouddhiques furent menées par des moines qui, venus d'Inde et de la région du Gandhara, apportaient avec eux une nouvelle vision spirituelle. Ces textes, souvent rédigés en sanskrit ou en pali, furent adaptés en chinois, ce qui nécessita un travail minutieux de compréhension et d'interprétation. En Chine, le bouddhisme chercha à trouver sa place dans une société déjà marquée par le confucianisme et le taoïsme. Ces trois courants ayant des objectifs et des approches distinctes, le bouddhisme mit plusieurs siècles à s'imposer. Il adopta des formes variées, du bouddhisme Mahayana, plus philosophique et métaphysique, à des enseignements plus pragmatiques orientés vers la compassion et la méditation. L'empereur Yuan de la dynastie Han favorisa l'établissement des premiers monastères, ce qui permit la diffusion des pratiques religieuses à travers les provinces. C'est également durant cette période que furent fondés des centres de traduction, dirigés par des figures telles que Kumarajiva, dont les travaux influencèrent profondément la pensée chinoise. Le développement du bouddhisme en Chine s'accompagna d'une production artistique remarquable. Les sculptures de grottes, comme celle de Mogao à Dunhuang, témoignent d'une synthèse entre tradition locale et influences indo-centro-asiatiques. Ces sites devinrent des lieux de pèlerinage, où espaces sacrés et œuvres d'art s'entremêlaient pour illustrer les principes bouddhiques. Les peintures murales, les sutras calligraphiés et les statues témoignaient aussi d'un engagement profond envers la transmission du message spirituel. Le bouddhisme prit ainsi un rôle central, non seulement dans la sphère religieuse, mais aussi dans la culture visuelle du pays. Par ailleurs, les relations avec les royaumes voisins, notamment la Corée, participèrent à la diffusion du bouddhisme.
Celui-ci arriva en Corée au milieu du premier millénaire, particulièrement pendant la période des Trois Royaumes. Le royaume de Baekje joua un rôle clé en introduisant cette religion à la cour royale sous forme officielle, grâce à des envoys qui rapportèrent des textes sacrés et des images rituelles. Le bouddhisme fut rapidement adopté aussi bien par la noblesse que par les communautés rurales, se transformant en une force sociale capable de structurer la vie quotidienne. Son enseignement permit l'émergence d'une littérature propre et le développement de monastères devenus centres d'apprentissage. Au Japon, le bouddhisme fut introduit par des missionnaires et des diplomates coréens au milieu du VIe siècle. L'archipel, alors en pleine process de centralisation politique sous la dynastie Yamato, accueillit cette philosophie avec une certaine prudence. Les premières adhésions se firent d'abord au sein de la cour impériale, où l'on percevait l'importante valeur symbolique de cette nouvelle religion en tant qu'outil de légitimation politique. Le bouddhisme fut intégré aux croyances shintoïstes, donnant lieu à une cohabitation qui se traduit encore aujourd'hui par des pratiques syncrétiques. Par ailleurs, le développement de la sculpture en bois et de temples caractéristiques illustre les adaptations locales des formes artistiques bouddhiques. Les écrits religieux, compilés dans des collections telles que le Sutra du Lotus, furent étudiés et commentés par des érudits japonais, contribuant à une floraison intellectuelle. De plus, les fonctions politiques du bouddhisme furent évidentes dans le patronage impérial, qui utilisa cette religion comme ciment pour unifier les différents clans. Différentes écoles bouddhiques émergèrent, dont le Zen et le Shingon, chacune apportant une approche particulière axée soit sur la méditation, soit sur des rituels ésotériques. Cette diversification permit d'adapter le bouddhisme à des couches sociales variées et à d'autres formes de spiritualité vernaculaire. À travers ces trois pays, le bouddhisme a non seulement façonné des pratiques spirituelles, mais aussi induit une transformation profonde des cultures et des sociétés. L'institution monastique devint un pivot autour duquel s'organisaient des activités éducatives, économiques et politiques. Les relations diplomatiques, la transmission des savoirs et la production artistique manifestent encore aujourd'hui l'héritage durable de cette religion venue d'Inde. Son caractère modulaire a permis son adaptation selon les contextes historiques distincts, tout en maintenant un noyau doctrinal commun centré sur la recherche de la sagesse et la réduction de la souffrance. La dynamique de ce processus historique, étalé sur plus d'un millénaire, fait du bouddhisme une clé essentielle pour comprendre l'évolution culturelle de l'Asie orientale. Son influence va au-delà du simple fait religieux en englobant un système complexe d'interactions sociales, philosophiques et artistiques. Par ces échanges successifs, le bouddhisme a contribué à façonner des identités nationales et régionales, tout en facilitant un dialogue interculturel unique. Les traces de cette diffusion demeurent visibles dans les monuments, les textes et les traditions qui ponctuent encore la vie quotidienne. C'est dans cette continuité historique riche et nuancée que s'inscrit la compréhension actuelle de la place du bouddhisme en Asie orientale, ouvrant la voie aux explorations ultérieures sur ses ramifications dans d'autres sphères de la civilisation. Ainsi s'achève cette exploration des premiers mouvements et transformations liés à la pénétration du bouddhisme dans la région, invitant à poursuivre l'étude vers les évolutions politiques et culturelles des époques suivantes. Les échanges commerciaux et culturels dans la région. Les grandes routes commerciales ont joué un rôle fondamental dans le développement des civilisations d'Asie orientale. Parmi elles, la route de la soie représente un élément clé qui a permis la circulation non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des techniques et des cultures entre l'Orient et l'Occident. Cette voie terrestre s'étendait sur plusieurs milliers de kilomètres, reliant la Chine aux territoires situés vers l'ouest jusqu'aux rives de la Méditerranée. Son importance transcende la simple économie,
car elle a également favorisé des échanges intellectuels et spirituels majeurs. Le commerce le long de la route de la soie a impliqué une multitude d'acteurs, des marchands chinois aux caravanes d'Asie centrale, en passant par les peuples nomades des steppes. Cette diversité a permis une circulation riche et variée des produits comme la soie, les épices, le jade ou encore la porcelaine. Mais au-delà des objets, les échanges ont également eu pour effet la transmission de savoir-faire artistiques, techniques agricoles et pratiques médicales qui ont profondément influencé plusieurs sociétés. Parallèlement à la route terrestre, les voies maritimes ont constitué un autre axe essentiel pour le commerce et la diffusion culturelle. Les routes maritimes de l'océan Indien ont relié les ports de la Chine, de la péninsule indo-chinoise, de l'Inde et du Moyen-Orient. Ces passages ont permis le transfert de marchandises précieuses telles que les épices, les textiles, les pierres précieuses et les objets en métal. Ces échanges ont favorisé des contacts directs entre des civilisations souvent éloignées géographiquement, ce qui a enrichi leurs cultures respectives. L'importance de ces voies maritimes s'est accrue avec les progrès en navigation et construction navale, notamment grâce à l'invention des jonques chinoises, capables de longs voyages en haute mer. Ces innovations ont grandi en parallèle avec les besoins commerciaux et ont contribué à la stabilité des réseaux d'échange. L'organisation des ports, le développement des comptoirs et la sécurisation des routes ont permis une prospérité durable et une circulation fluide des biens. La route de la soie et les routes maritimes ont aussi joué un rôle dans la circulation des religions et des philosophies. Le bouddhisme, par exemple, a voyagé depuis l'Inde jusqu'en Chine et en Asie de l'Est grâce à ces échanges. Les textes sacrés, les idées religieuses et les pratiques monastiques ont ainsi influencé profondément les sociétés traversées. De même, les courants confucianistes, taoïstes et plus tard islamiques ont trouvé des terrains d'échange dans les contextes sociaux liés au commerce. Ces échanges ont également permis une circulation des innovations technologiques. La poudre à canon, inventée en Chine, a circulé vers l'ouest à travers la route de la soie, modifiant profondément les techniques militaires. L'impression sur papier, les idées liées à l'astronomie et à la cartographie ont aussi voyagé avec les marchands et les érudits. Cette circulation des connaissances a contribué à l'évolution des sciences et des arts dans toute la région. La diversité des peuples et des cultures présents le long de ces routes a rendu les interactions particulièrement riches. Chacune des civilisations impliquées a apporté ses propres particularités en matière d'artisanat, de croyances, d'organisation sociale et politique. Ces échanges ont donc été un moteur de dynamisme et de transformation, forgeant peu à peu des sociétés plus complexes et interconnectées dans la région d'Asie orientale. Dans le cadre de ces échanges, les grandes villes et centres urbains ont joué un rôle majeur. Des cités comme Chang'an, situées à l'extrémité orientale de la route de la soie, ont agi comme des pôles de rencontre entre marchands, diplomates et religieux. Ces centres urbains favorisaient le brassage culturel et économique, offrant un lieu où se construisaient des réseaux d'influence et de communication essentiels au maintien des échanges. Il est important de noter que ces échanges ne se limitaient pas aux biens matériels et culturels. Ils ont permis aussi une circulation accrue des idées politiques et administratives, des techniques de gouvernance, des lois et des modèles sociaux issus de différentes civilisations ont ainsi pu se diffuser par le biais des échanges, contribuant à l'évolution des structures étatiques dans ces régions. Ces routes commerciales ont également eu un impact sur les économies locales et régionales. Le commerce dynamique a entraîné une spécialisation accrue des économies, avec certaines régions devenant célèbres pour des produits spécifiques, comme la soie dans la Chine impériale ou les épices dans l'archipel indonésien. Cette spécialisation
à renforcer la dépendance mutuelle des différentes parties de l'Asie orientale et au-delà. Un autre aspect important concerne les technologies de transport et de communication. L'usage des chameaux dans les caravanes terrestres a été crucial pour franchir les zones désertiques, tandis que les routes maritimes ont bénéficié de l'amélioration des instruments de navigation tels que l'astrolabe. Ces innovations techniques ont permis d'assurer la sécurité et l'efficacité des échanges à long terme. Même si ces grandes routes commerciales ont connu des périodes d'interruption dues à des conflits politiques ou des changements climatiques, elles ont traversé les siècles en s'adaptant aux nouvelles circonstances. Leur persistance témoigne de l'importance fondamentale qu'elles ont eue dans le maintien des liens entre les populations d'Asie orientale, ainsi qu'entre ces dernières et le reste du monde. En résumé, les échanges commerciaux et culturels dans la région d'Asie orientale ont constitué une dynamique d'une extraordinaire richesse. La convergence d'éléments matériels, intellectuels et spirituels a créé une trame complexe alimentant le progrès et la cohésion entre diverses civilisations. La route de la soie et les voies maritimes en sont des symboles durables, illustrant la puissance de la circulation des biens et des idées. En poursuivant notre exploration des liens entre civilisations, nous aborderons maintenant les transformations sociales et politiques induites par ces échanges à travers les différentes dynasties et royaumes d'Asie orientale, révélant ainsi les mécanismes de l'intégration régionale sur le long terme, les périodes de transformation et de conflit. Les paysages politiques de l'Asie orientale ont constamment évolué sous l'effet de transformations majeures et de conflits récurrents qui ont façonné les sociétés en profondeur. Ces bouleversements s'inscrivent dans une dynamique où les invasions étrangères, les guerres civiles, ainsi que les changements dynastiques marquent autant de phases cruciales touchant la stabilité et le développement économique et culturel des régions concernées. Chaque période de crise a généré des recompositions, souvent douloureuses, affectant les institutions et les rapports sociaux. L'histoire ancienne de cette vaste région est caractérisée par l'entrée de groupes extérieurs qui ont provoqué des remaniements militaires et politiques considérables. La dynastie Han, par exemple, a dû faire face aux incursions des Xiongnu, nomades venus des steppes. Ces affrontements ont non seulement retardé certaines avancées territoriales, mais ont aussi conduit à la construction de vastes infrastructures de défense. Ces constructions, en plus de leurs fonctions militaires, ont favorisé le contrôle administratif et la consolidation de l'empire, préparant simultanément le terrain pour des échanges culturels intenses avec les populations voisines. Par la suite, les guerres des trois royaumes illustrent parfaitement l'époque des conflits internes suite à la chute du pouvoir central. Cette période tumultueuse met en lumière les luttes pour le contrôle et le pouvoir qui opposent des seigneurs régionaux et qui vont durablement influencer l'identité politique et culturelle du territoire. Les chefs de clans rivalisent pour réunifier les terres, mais les frontières fluctuantes renforcent la fragmentation du pouvoir. Ces déchirements servent également de catalyseur pour l'émergence de nouvelles alliances, la redéfinition des règles politiques et la transformation des structures militaires. Les invasions mongoles du XIIIe siècle constituent une étape capitale dans cet enchaînement. L'Empire mongol, grâce à une stratégie militaire innovante et une organisation rigoureuse, réussit à dominer une grande partie de l'Asie. Cette domination, malgré sa nature militaire, favorise la diffusion de technologies, d'idées et de produits entre l'Est et l'Ouest. Les échanges qui s'opèrent sous Pax Mongolica apportent une stabilité relative pendant plusieurs décennies, permettant ainsi une extension des réseaux commerciaux et une circulation culturelle soutenue. Bien que souvent au prix de violence et de répression. Les guerres civiles, fréquentes dans plusieurs royaumes, traduisent une lutte perpétuelle entre différents intérêts politiques. En Corée, par exemple, la montée puis le déclin des différentes dynasties illustrent la complexité
du maintien du pouvoir, face à des rivalités internes et des menaces extérieures. L'équilibre fragile entre l'autorité centrale et les provinces locales apportait souvent des moments de crise qui imposaient une réorganisation administrative ou des réformes profondes de la société. Ces ajustements ont contribué à l'évolution progressive des systèmes politiques vers des formes plus centralisées. Au Japon, la période des guerres civiles, dite de Sengoku, correspondant à une fragmentation féodale, est un exemple frappant de la manière dont les conflits internes modèlent le paysage politique. Plusieurs clans de samouraïs s'affrontent sans relâche durant plus d'un siècle. Ce contexte d'insécurité permanente conduit à l'image d'une société guerrière, mais aussi à des transformations culturelles et économiques significatives. L'instauration progressive du shogunat Tokugawa mettra finalement fin à cette ère, instaurant plus de 2 siècles de paix intérieure et d'isolement volontaire vis-à-vis du monde extérieur. La notion de dynastie, centrale dans l'histoire politique de l'Asie orientale, prend tout son sens face à ces multiples périodes de changement. Les transitions dynastiques sont souvent accompagnées d'instabilité majeure, synonyme de conflits, mais également d'opportunités pour la réforme. Des familles impériales comme celles des Tang ou des Ming se succèdent et imposent parfois une politique de renouveau ou de continuité face aux crises. Ces changements dynastiques jouent un rôle fondamental dans la redistribution du pouvoir et influent durablement sur l'organisation sociale, religieuse et économique des territoires. Outre les conflits armés, les enjeux idéologiques et religieux participent également à l'évolution des sociétés de la région. L'introduction et le développement du bouddhisme, du confucianisme et du taoïsme ont servi non seulement de cadre moral, mais aussi de soutien politique dans ces phases de transition. L'interaction entre ces philosophies et les structures du pouvoir étatique aide à stabiliser les sociétés tout en marquant profondément les mentalités et les institutions. Chaque phase conflictuelle voit ainsi un ajustement entre doctrine religieuse et réalité politique. Les voies commerciales ont aussi été impactées par ces bouleversements. La route de la soie, traversant les territoires de l'Asie orientale, subit les conséquences des guerres et des réorganisations territoriales. Néanmoins, elle demeure un vecteur essentiel de relations économiques et culturelles à travers les siècles. Ces flux commerciaux permettent la diffusion de marchandises, de savoirs et d'art, contribuant à la richesse et à la diversité des civilisations asiatiques, malgré les obstacles créés par les conflits. Les conséquences des périodes de crise s'étendent aux populations elles-mêmes. Les migrations forcées, les changements dans la répartition des terres, ainsi que les politiques fiscales influent directement sur la vie quotidienne. Les rébellions paysannes, souvent provoquées par les lourdes charges et l'instabilité, témoignent des tensions sociales sous-jacentes. Ces mouvements populaires participent parfois à renverser les dynasties en place ou à modifier profondément les rapports entre les divers groupes sociaux. Un autre aspect important des périodes conflictuelles est la transformation militaire. Les innovations dans l'armement, les stratégies de siège, ainsi que l'organisation des armées répondent aux nécessités de la défense et de la conquête. L'apparition de nouvelles armes, comme la poudre à canon, modifie les méthodes traditionnelles de combat. Les efforts pour renforcer les systèmes de fortification et l'entraînement des soldats sont directement liés à l'expérience des luttes prolongées. Ces évolutions militaires font partie intégrante des processus de modernisation de ces sociétés. Au fil du temps, l'équilibre entre phases de conflit et périodes de paix influence le développement intellectuel et artistique. Durant les moments de stabilité retrouvés, les échanges entre penseurs, artistes et artisans connaissent un essor notable. Les grandes constructions architecturales, les œuvres littéraires et la production artistique témoignent de la vitalité retrouvée des sociétés asiatiques à chaque phase de reconstruction.
Cette alternance entre crise et renouveau est donc un moteur essentiel de la richesse culturelle de l'Asie orientale. En somme, les périodes de transformation et de conflit dans l'Asie orientale ont représenté, bien que souvent douloureuses, des moments clés de renouvellement. Ces phases ont permis aux sociétés de s'adapter, d'intégrer de nouvelles influences et de renforcer leurs structures politiques et sociales. L'histoire de cette région se lit ainsi comme une succession d'épisodes où la turbulence invite à repenser les fondements mêmes du pouvoir et de l'organisation communautaire. Les événements qui ont traversé ce territoire montrent la complexité des processus historiques où les conflits n'ont pas seulement détruit, mais aussi produit des conditions pour l'émergence d'innovations importantes. Ils participent à la compréhension des trajectoires qui ont conduit à la configuration actuelle des nations. Cette étude approfondie des transformations et des conflits précède naturellement une réflexion sur les dynamiques culturelles et sociales qui en ont découlé, ouvrant la voie à l'analyse que proposera la suite du récit. L'art et l'architecture traditionnelle. La peinture traditionnelle orientale trouve ses origines dans l'Antiquité chinoise, où elle avait pour vocation première d'exprimer une harmonie entre l'homme et la nature. Utilisant principalement l'encre et le pinceau sur papier ou soie, cet art privilégie la simplicité, la fluidité des traits et la profondeur des espaces vides, afin de transmettre non seulement l'apparence des paysages, mais aussi leur essence spirituelle. Des scènes de montagnes brumeuses, de rivières sinueuses ou de bambous dansant sous le vent évoquent des valeurs de sérénité, d'équilibre et de méditation. Cette approche a également influencé les écoles japonaises telles que le Sumi-e, où le minimalisme et l'économie de moyens sont des principes directeurs. La calligraphie, intimement liée à la peinture, est aussi une forme d'art hautement valorisée, où chaque caractère devient une composition graphique et émotionnelle. La sculpture en Asie orientale se distingue par une grande variété de supports et de styles, allant des statues monumentales de Bouddha aux petites figures votives destinées au temple. Cette discipline artistique a souvent une vocation religieuse, exprimant les idéaux du bouddhisme, du taoïsme ou du confucianisme. Les représentations de divinités ou de sages sont conçues pour incarner des qualités spirituelles comme la compassion, la sagesse ou la tranquillité. La finesse des détails, notamment dans les traits du visage ou les plis des vêtements, témoigne d'une maîtrise technique remarquable. Par ailleurs, les sculptures en bois et en laque, utilisées dans les objets de cérémonie ou le mobilier, illustrent une volonté d'intégrer l'art dans la vie quotidienne. La musique traditionnelle de cette région, bien que moins visible que les arts visuels, joue un rôle fondamental dans les rituels, les fêtes et les pratiques spirituelles. Elle est caractérisée par des instruments spécifiques tels que le guzheng en Chine, le koto au Japon et le gayagum en Corée, qui produisent comme des sonorités délicates et méditatives. L'interprétation suit souvent des structures musicales reposant sur des modes anciens, favorisant un tempo lent et régulier qui invite à la réflexion intérieure. Certains morceaux sont associés à des cérémonies impériales ou religieuses, soulignant leur dimension symbolique. Par la répétition et la répétition subtile, la musique devient ainsi un vecteur de connexion entre l'humain et l'univers. En architecture, les palais, temples et jardins incarnent une esthétique et une idéologie qui unissent les principes du feng shui, de l'harmonie naturelle et de la hiérarchie sociale. Les constructions privilégient la symétrie, l'intégration dans le paysage environnant et l'usage de matériaux comme le bois, la pierre et la céramique. Les toits incurvés, souvent ornés de tuiles vernissées, répondent à des codes symboliques visant à protéger contre le mauvais sort ou les esprits malveillants. Les cours intérieures, entourées de bâtiments en enfilade, traduisent une organisation spatiale
cherchant à réguler le passage de la lumière, de l'air et de l'énergie vitale. Les jardins japonais, par exemple, utilisent des éléments naturels tels que l'eau, le sable et les pierres pour recréer des paysages idéalisés propices à la contemplation. L'interconnexion des arts visuels, sonores et architecturaux crée une expérience sensorielle globale, illustrant la conception asiatique traditionnelle d'un univers harmonieux. Cette vision s'appuie sur des philosophies qui valorisent la nature, la continuité des cycles et la complémentarité des opposés. Chaque œuvre d'art ou structure bâtie devient ainsi un lieu où s'incarnent ces principes. Parfois, à travers des symboles empruntés à l'alchimie intérieure, aux animaux mythologiques ou aux éléments naturels. Par exemple, le dragon, la grue et le pin forment un triptyque symbolique récurrent, incarnant respectivement la puissance, la longévité et la constance. En se penchant sur les différentes dynasties qui ont façonné l'Asie orientale, on constate que l'art et l'architecture ont répondu à des impératifs politiques et sociaux. Sous les dynasties Tang et Song en Chine, l'essor des cités impériales a impulsé des projets architecturaux d'envergure, ainsi que l'épanouissement de la peinture de cour. De même, à l'époque Heian au Japon, les arts ont traduit l'influence du bouddhisme et les raffinements dignes de la cour impériale, donnant naissance à des manuscrits enluminés et à des jardins sophistiqués. En Corée, la dynastie Joseon a développé un style architectural sobre et fonctionnel, tout en préservant des formes artistiques anciennes dans la porcelaine et la sculpture. L'importance accordée à la transmission et à la préservation des savoirs artistiques est visible dans les écoles et ateliers qui se sont succédés au fil des siècles. Ces institutions formaient des générations d'artisans capables de perpétuer les techniques traditionnelles tout en adaptant les formes aux évolutions culturelles. Cette continuité garantit aujourd'hui encore une vitalité étonnante, malgré les transformations économiques et sociales modernes. De nombreux musées et lieux historiques témoignent de ce patrimoine, offrant un cadre où le temps semble s'arrêter pour écouter l'écho d'un passé toujours vivant. Enfin, le symbolisme omniprésent dans ces expressions artistiques renforce leur rôle de lien entre les mondes visibles et invisibles. Que ce soit dans les couleurs choisies, les motifs répétés ou l'agencement des espaces, tout vise à créer un équilibre entre les forces cosmiques et humaines. Par exemple, le yin et le yang se retrouvent souvent dans les compositions, illustrant la dualité et l'harmonie indispensables à la vie. Cette spiritualité diffuse invite à percevoir l'art comme un refuge et un guide, une manière d'appréhender le réel avec calme et profondeur. Ainsi se dessine le profil d'un art traditionnel profondément enraciné dans la pensée et l'histoire de l'Asie orientale, où chaque praticien agit comme un passeur entre les générations, les disciplines et les sphères de l'existence. Cette unité des arts permet de mesurer la richesse et la subtilité d'une culture millénaire, qui continue d'émerveiller par sa sagesse et son humanité. Le voyage à travers ces formes multiples prépare naturellement à explorer les traditions littéraires, qui prolongent cette réflexion sur le temps, la mémoire et la beauté dans le cadre des sociétés asiatiques. La vie quotidienne et les structures sociales. La vie des sociétés d'Asie orientale, à travers les siècles, s'est caractérisée par une organisation sociale profondément ancrée dans des traditions qui ont modelé le quotidien des individus. Ces sociétés, bien que diverses, partagent des structures communes qui reflètent un équilibre soigneusement maintenu entre les rôles familiaux, les classes sociales et les coutumes populaires. Les modes de vie étaient souvent définis par des hiérarchies claires, où le rang et la fonction sociale déterminaient les interactions entre les personnes. Le respect des anciens et l'importance de la famille étendue occupaient une place centrale, contribuant à la continuité des valeurs morales et sociales au fil du temps.
Dans l'Antiquité chinoise, par exemple, la société était organisée autour du concept de la famille comme cellule fondamentale. Le patriarche détenait l'autorité non seulement sur les membres de sa famille immédiate, mais aussi sur plusieurs générations et même sur des membres éloignés. Ce système confucéen mettait l'accent sur la piété filiale, c'est-à-dire l'obligation de respecter et de prendre soin des parents et des aïeux. Cette valeur était considérée comme la base de la stabilité sociale et de la moralité personnelle. Le travail agricole rythmait la vie quotidienne, avec des rites saisonniers destinés à assurer une bonne récolte, renforçant ainsi le lien entre l'homme, la nature et les traditions. Les classes sociales en Chine ancienne se structuraient en plusieurs niveaux bien définis. Au sommet se trouvaient les lettrés, souvent issus de la noblesse ou des familles aisées, dont le rôle était de gouverner et de conseiller l'empereur. Ils étaient formés à travers un système d'examen rigoureux fondé sur les textes classiques. Venaient ensuite les agriculteurs, considérés comme la force vitale de la nation grâce à leur travail de la terre. Les artisans et commerçants occupaient une position inférieure, respectés pour leur habileté mais perçus comme moins vertueux, tandis que les classements sociaux plus bas incluaient les soldats et les domestiques. Ainsi, la société chinoise était hiérarchisée de manière rigide, mais reposait aussi sur une reconnaissance mutuelle des rôles nécessaires à l'harmonie collective. Au Japon, la société s'est façonnée autour d'un système féodal complexe où les samouraïs formaient la classe dominante guerrière. Leur code d'honneur, connu sous le nom de Bushido, dictait les normes de conduite, notamment le courage, la loyauté et la discipline. Ce code influençait profondément non seulement les guerriers, mais aussi la société civile. La paysannerie, majoritaire, travaillait la terre sous l'autorité des seigneurs locaux, tandis que les artisans et commerçants vivaient dans des villes en plein développement. La vie familiale au Japon suivait un modèle patriarcal semblable à celui de la Chine, avec une forte cohésion et une discipline rigoureuse afin de maintenir l'ordre social et la transmission des savoir-faire. En Corée, durant la dynastie Joseon, la société était également marquée par une forte influence confucéenne. Le gouvernement, centré à Hanyang, aujourd'hui Séoul, s'appuyait sur une bureaucratie civiliste composée de fonctionnaires issus des plus hautes classes sociales. La famille coréenne était rigoureusement hiérarchisée, les rôles définis par l'âge et le sexe. La femme coréenne, bien que soumise à un système patriarcal strict, jouait un rôle essentiel dans la gestion domestique et la préservation des traditions familiales. De nombreuses cérémonies, telles que celles liées au Nouvel An lunaire, renforçaient le sentiment d'appartenance collective et la perpétuation des croyances ancestrales. Les traditions populaires à travers ces régions sont également riches et variées. Elles incluent des fêtes saisonnières, des rites agricoles et des pratiques spirituelles qui lient les communautés à la nature et à leurs ancêtres. Par exemple, le festival chinois du printemps célèbre le renouveau et la prospérité, tandis que le Chuseok coréen est une fête de la moisson dédiée au souvenir des aïeux. Au Japon, les Matsuri sont des événements religieux et culturels où les habitants honorent les divinités locales avec des processions et des offrandes. Ces fêtes ponctuent l'année et rythment la vie sociale tout en renforçant le sentiment d'identité collective. Le système familial, au cœur de la vie quotidienne, assurait la transmission des savoirs, des valeurs et des ressources. Chaque membre avait un rôle spécifique à jouer, de la gestion des terres à l'éducation des enfants. Ce modèle familial favorisa non seulement la cohésion sociale, mais aussi la stabilité économique à long terme. Dans ces sociétés, l'équilibre entre devoir et droit, entre autorité et respect, constituait la clé du maintien de la paix sociale. La structure rigide des classes sociales
pouvait sembler figée, mais elle offrait un cadre dans lequel chaque individu pouvait trouver sa place, contribuant ainsi au bon fonctionnement global de la collectivité. L'évolution des sociétés d'Asie orientale témoigne également de la capacité à intégrer des changements tout en conservant des éléments fondamentaux. L'ouverture aux influences extérieures, à travers les échanges commerciaux et culturels, provoqua des ajustements dans les modes de vie et les structures sociales. Toutefois, les principes confucéens, la valorisation de la famille et la hiérarchie sociale continuèrent à guider les interactions humaines. Cette continuité dans le changement permit à ces civilisations de se distinguer par un équilibre remarquable entre tradition et innovation, assurant leur pérennité au cours des siècles. Ainsi, les modes de vie en Asie orientale présentent une richesse que l'on peut explorer en profondeur. Le respect des aînés, la division claire des rôles sociaux et l'importance des fêtes populaires soulignent des sociétés où le collectif prime sur l'individu. Les différentes classes interagissaient dans un cadre bien défini, où chaque position sociale trouvait son sens au regard de la culture et de l'histoire. Cette organisation reflète une manière spécifique de concevoir la vie et les relations humaines, rehaussée par des traditions durables qui continuent à influencer les sociétés contemporaines de la région. En somme, l'analyse des structures sociales et des modes de vie en Asie orientale révèle une harmonie entre l'ordre social et la continuité culturelle. Ces sociétés ont su préserver des équilibres complexes, mêlant autorité, devoir et valeurs morales qui façonnent encore aujourd'hui les comportements et les institutions. Cette compréhension invite à poursuivre l'exploration des transformations politiques et culturelles qui ont accompagné l'histoire de ces peuples, permettant ainsi d'approfondir notre connaissance du passé et de ses répercussions dans le monde moderne. C'est à cette transition que nous nous préparerons dans la suite de notre étude. Les sciences et les innovations techniques. Les civilisations de l'Asie orientale ont depuis des millénaires témoigné d'une remarquable capacité d'innovation technique et scientifique, contribuant à façonner non seulement leur propre destinée, culturelle et économique, mais aussi l'histoire mondiale. Parmi les inventions les plus emblématiques issues de cette région, l'imprimerie, la boussole et la porcelaine occupent une place centrale. Chacune de ces découvertes a engendré des transformations profondes dans les sociétés qui les ont adoptées, créant des réseaux d'échanges et propageant le savoir bien au-delà des frontières originelles. L'imprimerie, née en Chine vers le IXe siècle avec l'emploi de caractères mobiles en bois puis en métal, est un repère majeur dans l'histoire scientifique. Avant son développement, la reproduction des textes était laborieuse, reposant sur la copie manuscrite. L'essor de l'imprimerie a donc inauguré une nouvelle ère de diffusion des connaissances, rendant possible la reproduction rapide de livres, de documents administratifs et de traités scientifiques. Cette innovation a accéléré la circulation du savoir et des idées, participant à l'émergence d'une culture plus accessible aux différentes classes sociales. Parallèlement, la boussole, inventée vers le XIe siècle, a révolutionné la navigation. Initialement utilisée lors de pratiques divinatoires, elle a rapidement trouvé une application pratique pour l'orientation. Grâce à elle, les marins pouvaient définir leur cap avec une précision accrue, même en pleine mer ou par temps couvert. Cet outil a permis non seulement d'étendre les routes commerciales, mais aussi de faciliter les échanges entre les peuples et les cultures. La boussole a ainsi renforcé les dynamiques économiques en multipliant les horizons accessibles. La fabrication de la porcelaine, apparue sous la dynastie Tang et perfectionnée sous les Song, représente un autre pilier de l'innovation technique asiatique. Cette céramique blanche, fine et translucide, a rapidement acquis une grande valeur commerciale,
notamment pour l'exportation vers l'Occident et l'Asie du Sud-Est. Son élégance esthétique et sa robustesse ont fait d'elle un bien de luxe très recherché. L'industrie de la porcelaine a déclenché de nouvelles formes d'organisation artisanale et de commerce, contribuant à la prospérité de nombreuses régions. Au-delà de ces inventions célèbres, les sciences orientales ont montré une diversité d'avancées notables. En médecine, par exemple, les textes classiques chinois posent les bases d'une compréhension approfondie du corps humain et de ses fonctions, intégrant à la fois prévention et traitement. Ces savoirs ont été transcrits, copiés et transmis grâce au progrès de l'imprimerie, témoignant d'une interaction entre les domaines techniques et scientifiques. De même, les mathématiques expérimentées dans cette région ont permis des calculs complexes utilisés aussi bien en astronomie qu'en ingénierie. Les innovations techniques ont souvent été stimulées par les besoins d'une société en mouvement. La construction d'infrastructures, les besoins agricoles et la gestion des ressources ont conduit à des inventions adaptées aux réalités locales. L'irrigation, par exemple, a bénéficié d'améliorations techniques favorisant le rendement des cultures, ce qui a soutenu une croissance démographique stable et un développement économique pérenne. Ces progrès interconnectés reflètent la capacité d'adaptation et d'expérimentation des peuples asiatiques. Le transfert de ces innovations vers d'autres régions par les routes terrestres et maritimes a aussi joué un rôle crucial dans leur diffusion. La route de la soie, ce vaste réseau d'échanges, a permis de faire circuler non seulement des marchandises de précieuses, mais également des idées, des techniques et des savoir-faire. Cela explique en partie pourquoi des inventions originaires de Chine, comme l'imprimerie et la boussole, ont pu transformer des mondes aussi éloignés que l'Europe médiévale ou les royaumes du Moyen-Orient. L'impact culturel de ces inventions a été profondément ressenti. Par l'imprimerie, les textes philosophiques, religieux et scientifiques ont trouvé de nouveaux publics. La conservation et la standardisation des connaissances ont favorisé un dialogue intellectuel plus structuré. L'usage de la boussole en navigation a permis au peuple de mieux comprendre la géographie, élément essentiel des échanges culturels. Quant à la porcelaine, son esthétique a influencé les arts et les modes dans d'autres régions, suscitant des imitations et adaptations qui illustrent un phénomène d'échange global. Le développement de ces sciences et techniques ne s'est pas limité à une simple accumulation d'outils, mais a favorisé une vision du monde où l'observation, l'expérimentation et la transmission de savoir comptaient pour construire une société plus organisée. Les empereurs et souverains, souvent attentifs à ces progrès, soutenaient les savants et artisans dans leur recherche d'amélioration continue, ce qui a contribué à maintenir une dynamique de progrès sur plusieurs siècles. En somme, les sciences et les innovations techniques de l'Asie orientale ont joué un rôle fondamental dans le progrès humain, en offrant des outils qui ont modifié le cours de l'histoire. Elles illustrent l'importance du lien entre connaissance et société, en montrant que les inventions ne sont jamais de simples objets isolés, mais les fruits d'une interaction entre culture, économie et environnement. Leur héritage perdure aujourd'hui encore, parfois sous des formes modernisées, mais toujours porteur d'un esprit de recherche et d'ouverture. Nous pouvons maintenant nous tourner vers l'étude des échanges culturels et des influences réciproques entre les différentes sociétés d'Asie orientale, pour comprendre comment ces innovations ont également façonné les identités régionales et les interactions humaines, la rencontre avec l'Occident et ses répercussions. Les premiers contacts entre les nations d'Asie orientale et les puissances occidentales se sont manifestés au cours des siècles précédant le XIXe siècle, avec des échanges sporadiques motivés principalement par le commerce et la curiosité diplomatique. Ces interactions étaient souvent marquées par une certaine méfiance, car les deux groupes
portaient des visions du monde profondément distinctes. En Chine, la conception du tribut restait centrale, tandis qu'au Japon, l'ère d'isolation volontaire imposée par le shogunat Tokugawa avait limité toute influence extérieure à quelques ports spécifiques. L'arrivée progressive des navires européens, notamment portugais, néerlandais et britanniques, introduisit des technologies nouvelles et permit un échange d'idées et de biens jusque-là peu fréquent. Ces premiers contacts firent surgir des questions complexes sur la souveraineté, les échanges commerciaux et les hiérarchies culturelles. Malgré un contexte de confrontation possible, certaines relations diplomatiques s'établirent, ainsi que des traités commerciaux ponctuels, même s'ils demeuraient largement dictés par les puissances occidentales. Le Japon, bien qu'isolé, maintenait un contact limité avec les Hollandais à Nagasaki, où les échanges scientifiques et culturels profitaient aux intellectuels locaux. Ces interactions suscitèrent une certaine ouverture progressive vers des connaissances étrangères, facilitant une préparation lente pour une transformation majeure. En Chine, la dynastie Qing affrontait des défis intérieurs, mais aussi des pressions extérieures grandissantes, ce qui révéla la complexité des relations sino-occidentales. L'arrivée massive des Britanniques dans les eaux chinoises au cours des années 1840 provoqua des conflits majeurs, notamment les guerres de l'opium, qui eurent des conséquences profondes sur la souveraineté chinoise. Ces événements ouvrirent la voie à des accords inégaux, imposant des concessions territoriales et commerciales aux puissances occidentales. Cette période marqua une rupture avec l'ordre traditionnel, conduisant à une remise en question des structures politiques et économiques établies. En Corée, le royaume de Joseon observa avec prudence ces bouleversements, cherchant à préserver son autonomie tout en adoptant certaines innovations occidentales. Les missionnaires et diplomates occidentaux y jouèrent un rôle significatif, introduisant de nouvelles idées religieuses et technologiques. Ces influences étrangères provoquèrent des débats intenses parmi les élites coréennes, entre volonté de modernisation et attachement aux traditions. Les transformations sociales engendrées par ces échanges se manifestèrent notamment dans l'éducation et la culture. Le transfert de connaissances scientifiques et techniques permit l'émergence de courants modernisateurs, influençant la pensée politique et économique. Parallèlement, les populations rurales et urbaines connurent des bouleversements liés à l'introduction de nouveaux modes de vie et à une ouverture croissante vers le monde extérieur. Dans le domaine artistique, les échanges eurent des répercussions subtiles mais durables. Les influences occidentales se manifestèrent dans certains styles artistiques, la littérature et les pratiques culturelles, tandis que les artistes asiatiques adaptèrent ces apports à leurs propres traditions. Ce mélange créa un panorama culturel riche, témoignant de la complexité des interactions. L'adoption progressive de technologies modernes, telles que la navigation à vapeur, les télécommunications et l'industrie, modifia profondément les économies locales. Ces innovations facilitèrent le commerce mondial et participèrent à l'intégration croissante de l'Asie orientale dans l'économie globale. Toutefois, ce processus resta inégal, certains pays adoptant plus rapidement ces changements, tandis que d'autres résistèrent ou furent contraints. Politiquement, ces contacts avec l'Occident mirent en lumière les faiblesses des structures impériales traditionnelles, incitant à des réformes plus ou moins radicales. En Chine, par exemple, la tentative de modernisation connue sous le nom de mouvement d'auto-renforcement visa à renforcer l'État et ses capacités militaires sans abandonner les principes confucéens. Au Japon, le retour du pouvoir impérial lors de la restauration Meiji ouvrit un nouveau chapitre en combinant modernisation rapide et restructuration sociale. Ces transformations eurent également un impact sur les relations internationales régionales. La rivalité entre les puissances occidentales pour l'influence en Asie orientale accentua les tensions.
tandis que les pays asiatiques tentaient de préserver leur indépendance dans ce contexte mouvant. Les ambitions impériales occidentales conduisirent à une réorganisation des rapports de force, avec pour conséquence un redécoupage des zones d'influence. Sur le plan culturel, la rencontre avec l'Occident suscita des questionnements identitaires importants. La diffusion des idées démocratiques, des droits individuels et de la science moderne défia les fondements des sociétés traditionnelles. Ce choc des cultures généra des débats sur l'avenir et la place de la tradition face à la modernité. Les élites intellectuelles cherchèrent souvent à concilier ces héritages, dessinant des trajectoires diverses suivant les contextes nationaux. Globalement, la période fut marquée par un lent mais inexorable processus d'ouverture et de transformation à l'échelle de l'Asie orientale. Ces interactions ne furent pas seulement l'expression d'une domination occidentale, mais aussi le théâtre d'échanges complexes, d'adaptation et de résistance. La dynamique ainsi créée posa les bases des sociétés modernes que nous connaissons aujourd'hui dans cette région. Ce regard historique appelle à une compréhension nuancée des forces en présence et des évolutions successives. Il met en lumière la richesse des dialogues culturels et politiques qui ont accompagné cette rencontre entre l'Est et l'Ouest. Ces mécanismes révèlent à quel point les influences réciproques peuvent façonner des trajectoires historiques distinctes et complémentaires. À mesure que s'achève cette exploration des premières interactions entre l'Asie orientale et l'Occident, le fil conducteur mène naturellement vers l'analyse des transformations internes spécifiques à chaque société, lesquelles définissent la transition vers l'ère contemporaine. Cette transition constitue le point de départ de la réflexion suivante. Héritage et perspectives contemporaines. L'Asie orientale possède un héritage riche et complexe qui s'étend sur plusieurs millénaires, témoignant d'une succession de civilisations distinctes et pourtant profondément connectées. La Chine, le Japon, la Corée et d'autres régions voisines ont développé des traditions culturelles, philosophiques et sociales dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Ces sociétés anciennes ont construit des structures politiques et idéologiques souvent centrées sur des philosophies telles que le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, qui ont façonné non seulement l'organisation sociale, mais également la vision du monde de leur peuple. Le confucianisme, par exemple, a fondamentalement influencé les relations familiales, la hiérarchie sociale et la gouvernance, promouvant des vertus comme la loyauté, la piété filiale et la justice. Ces valeurs traversent les époques et restent visibles dans les attentes culturelles modernes, même si elles ont subi des adaptations contemporaines. Le taoïsme, avec son accent sur la simplicité, la nature et l'harmonie, apporte une perspective complémentaire qui valorise la flexibilité et l'équilibre, idée toujours présente dans la manière dont certaines sociétés orientales abordent la vie quotidienne et la médecine traditionnelle. Les influences des grandes religions comme le bouddhisme, introduit en Asie orientale il y a plus de 2000 ans, ont généré un immense corpus d'art, de littérature et de réflexion spirituelle. Au fil des siècles, le bouddhisme s'est adapté aux cultures locales, donnant naissance à des écoles diverses, chacune avec ses pratiques spécifiques, mais partageant un socle commun de méditation et d'enseignements éthiques. Ces traditions spirituelles coexistent souvent avec des croyances populaires et des rituels anciens, établissant un lien vivant entre le passé et le présent, et entre les aspirations spirituelles et la vie quotidienne. D'un point de vue politique, l'Asie orientale a connu des dynasties puissantes qui ont façonné durablement le paysage historique. En Chine, des dynasties comme les Han, Tang et Ming ont marqué par leur gouvernance centralisée, leurs avancées technologiques et leur diplomatie active avec les régions voisines. Le Japon, quant à lui,
a développé un système féodal sophistiqué avec les samouraïs et leur code d'honneur, le Bushido, ainsi qu'une monarchie impériale dont la symbolique perdure encore aujourd'hui. La péninsule coréenne a été un carrefour d'échanges culturels intenses, intégrant et transformant les influences chinoises et japonaises, tout en maintenant une identité propre. L'architecture et l'art sont également des reflets majeurs de cet héritage. Des pagodes élégantes aux jardins zen, de la calligraphie raffinée aux céramiques délicates, ces expressions artistiques témoignent d'une recherche constante d'harmonie entre l'homme et son environnement. L'esthétique orientale valorise souvent la simplicité, la nature et la suggestion plutôt que l'excès, ce qui se traduit par des œuvres empreintes de sérénité et d'équilibre. Ces traditions continuent d'inspirer les artistes contemporains, qui conjuguent techniques ancestrales et créations nouvelles. Sur le plan social, les structures familiales traditionnelles, le respect des aînés et l'importance des rites ont perduré tout en évoluant avec les transformations économiques et culturelles. La modernisation rapide à partir du XXe siècle, notamment grâce à l'industrialisation et à la mondialisation, a induit des changements profonds dans les modes de vie, les rapports sociaux et les perspectives individuelles. Cependant, malgré cette évolution, le poids des traditions reste fortement perceptible dans la manière dont ces sociétés conçoivent l'identité, la mémoire collective et la continuité historique. Les systèmes éducatifs eux-mêmes reflètent cet équilibre entre conservation et innovation. Dans plusieurs pays, les enseignements classiques reposent toujours sur l'étude des textes anciens et des principes moraux hérités, tandis que les approches contemporaines intègrent des savoirs scientifiques et technologiques avancés. Cette double dynamique favorise une compréhension globale du monde, faisant de l'apprentissage un pont entre le passé millénaire et les défis futurs, tout en renforçant le lien entre générations. Dans le domaine économique, les nations d'Asie orientale se sont affirmées sur la scène mondiale par des stratégies spécifiques, combinant des politiques étatiques actives, une éthique du travail rigoureuse et une capacité d'adaptation remarquable. Le rôle des communautés locales, des petites familles commerçantes aux grandes entreprises, a été crucial pour bâtir des économies dynamiques. En même temps, cette réussite s'appuie sur un tissu social nourri par des valeurs culturelles anciennes qui favorisent la coopération, la persévérance et la confiance mutuelle. Il est important aussi de considérer les défis que ces sociétés rencontrent dans un monde globalisé. La préservation des langues, des coutumes et des identités culturelles face à l'uniformisation croissante demande des efforts constants. Dans plusieurs régions, on observe un renouvellement des pratiques traditionnelles, parfois adaptées aux modes de vie actuels ou à des usages touristiques, ce qui permet à la fois la sauvegarde et la transformation des héritages culturels. Ce phénomène souligne l'importance d'un dialogue entre modernité et transmission historique dans le paysage asiatique contemporain. Les rapports internationaux témoignent également de cette complexité héritée. Historiquement marquée par des rivalités et des échanges, les nations d'Asie orientale coopèrent aujourd'hui sur des thèmes variés comme le commerce, l'environnement ou la sécurité régionale. La compréhension des racines historiques de ces relations permet d'apprécier les dynamiques actuelles, souvent influencées par les souvenirs du passé et les aspirations pour un avenir commun pacifique. La diplomatie contemporaine s'appuie ainsi sur une conscience historique qui nourrit dialogue et négociation. En définitive, l'histoire de l'Asie orientale se présente comme un vaste continuum où traditions anciennes et changements modernes s'entrelacent continuellement. Ce territoire reste un espace d'expérimentation sociale, culturelle et politique, où la mémoire est activement engagée dans la construction du présent.
Cette interaction permanente entre héritage et innovation favorise une compréhension riche et nuancée des sociétés, leur permettant de relever les défis d'aujourd'hui en s'appuyant sur une fondation solide et diversifiée. À mesure que nous quittons cette réflexion sur les perspectives contemporaines, le récit de l'Asie orientale s'étend vers une exploration plus approfondie des interactions culturelles et économiques au sein de la région, ainsi que des défis environnementaux qui façonnent désormais son avenir. Le lien intime entre passé et futur demeure le fil conducteur de cette histoire vivante.